Nous allons commencer cette après-midi, cette deuxième partie d'après-midi, consacrée, vous le savez, aux violences faites aux femmes, avec une particularité sur les questions de harcèlement. Un grand merci d'être venus aussi nombreux et aussi nombreuses, même si, bon, je ne dirais pas. Voilà. Bon, ils ne le savent pas, ils ne le savent pas. Donc merci encore une fois, parce que vous allez comprendre, je crois, que c'est un sujet qui est important, vous le savez. Je ne vais pas y rentrer dans le détail, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Je vais laisser évidemment la parole aux différents intervenantes et différents intervenants sur cette question. Alors évidemment, il faudrait tout de suite rebaptiser le titre. Pourquoi je l'ai titré « La violence faite aux femmes » Parce que évidemment, les femmes sont les principales victimes de harcèlement, de discrimination, de violence dans le milieu du travail. Évidemment, et ça sera évoqué par les personnes ici, dans cette table ronde, c'est que le harcèlement ou les violences touchent aussi les hommes, forcément. Mais il m'apparaît important de mettre, non pas à l'honneur les femmes, mais de considérer quelles sont les principales victimes. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué cette petite précision dans le titre de cette conférence. Alors, l'objectif de la conférence, c'est tout simplement de mettre une focale sur ces questions et sur ces enjeux qui sont évidemment fondamentaux, vous le savez, pour des raisons assez évidentes. D'une part, parce que vous allez être rapidement des chefs de service, des directeurs, des directrices, des responsables dans différents métiers qui vont être les vôtres prochainement. Et donc, par conséquent, vous serez amenés à gérer, vous serez amenés à observer, vous serez amenés à constater ces différentes formes de violence. Donc, je pense qu'il est intéressant, il est important de sensibiliser ou de mettre l'accent sur ces différentes violences. On peut évidemment dresser trois catégories ou une typologie triptyque. Il y a évidemment la typologie que j'imagine pas ici, c'est l'auteur du harcèlement. Il y a évidemment aussi celle de la victime. On peut évidemment être victime de harcèlement. Et puis, ce point qu'on oublie parfois, c'est celui ou celle qui observe le harcèlement. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement lorsqu'on constate dans son service, lorsqu'on constate dans son entreprise, dans son administration, qu'il y a un harcèlement à l'égard d'une personne, à l'égard d'un fonctionnaire, à l'égard d'un salarié. Donc là, vous voyez que cette troisième catégorie, on l'oublie un petit peu de temps en temps, et donc on va effectivement essayer de la regarder de plus près. Avant de présenter les personnes qui sont derrière moi, il m'apparaît aussi important de remercier deux personnes qui ont contribué à l'organisation de cet après-midi. Amandine Carton, qui vient effectivement, non pas d'arriver, mais qui m'a aidé à organiser cette journée. Donc je voulais évidemment la remercier. Et puis également Clémentine Castelot, qui est en préparation ENA, qui a fait un stage à la mission interministérielle contre la violence faite aux femmes et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là pour des raisons qu'on va qualifier de sentimentales. Donc, ces différents intervenants et intervenantes, je vais commencer évidemment par présenter la personne qui va commencer cette table ronde, qui s'appelle Ernestine Ronet, qui est la coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est aussi spécialiste de ces questions et notamment responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes. Elle va mettre en perspective la mise à l'agenda de cette politique publique de lutte contre la violence faite aux femmes, et elle va aussi nous donner des clés de compréhension et donner quelques conseils dans ce cadre-là. Dans un deuxième temps, mais peut-être qu'elle interviendra en dernier, c'est Nathalie Leroy, qui est avocate, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, qui va évidemment s'interroger sur cette importante question qu'est la qualification juridique du harcèlement. À partir de quand on peut qualifier le harcèlement? Le harcèlement évidemment moral et le harcèlement sexuel. Comment on peut le qualifier? Et à partir de quand le harcèlement est du harcèlement juridiquement dénommé? Et quelles sont les conséquences? Quelles sont les compétences pénales? Quelles sont les compétences disciplinaires? Simon Miclet interviendra également par la suite. Il est coordonnateur des projets égalité, diversité et de la responsabilité sociale des entreprises à la Fondation FACE. Il est également ancien étudiant de Sciences Po Lille et il interviendra sur l'importante question de la violence faite aux femmes dans les entreprises. Comment les entreprises agissent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les entreprises, pour lutter contre ce harcèlement au sein de la cellule professionnelle. Enfin, une double intervention de Christine Grusson, qui est docteur en sociologie et qui est co-responsable des études à Lille 3, et puis Stéphanie Dablemont, qui est psychologue du travail.
Ces deux dernières personnes vont intervenir sur la mise en place d'une cellule à l'île 3 et sur la question du harcèlement au sein de l'administration. Voilà rapidement, effectivement, l'organisation de cet après-midi, avec évidemment des questions à l'issue de ces 4 interventions, 20 minutes environ pour chaque intervention, et puis après une série de questions et un débat évidemment entre les intervenants et puis évidemment la salle. Voilà. Sachant évidemment que les questions ne seront pas filmées pour différentes raisons. Je vais donc tout de suite laisser la place à Ernestine René, que je remercie une nouvelle fois pour sa présence ici. Et puis voilà. Merci de votre invitation. Bonjour. Je vais vous dire d'abord que je suis très contente d'être là pour écouter vos questions, parce que c'est un des sujets sur lesquels on a besoin d'avancer. Et pour le dire tout de suite et d'emblée, on n'y est pas. Donc on a vraiment besoin d'écouter vos réactions, d'écouter vos témoignages pour qu'on avance sur ce sujet. Et donc je compte beaucoup sur la discussion. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième, je voulais situer un cadre dans lequel nous travaillons, donc la mission interministérielle de protection des femmes et de lutte contre la traite des êtres humains. Vous entendez que c'est un peu long. Je viens de dire que c'est difficile, la lutte contre le harcèlement sexuel, et en même temps, je suis sûre qu'on va y arriver. Et je vais prendre un détour, parce que j'avais trop de plaisir ce matin à écouter France Inter sur la prostitution. Et j'entendais qu'il y avait déjà eu 221 amendes données à des clients de prostitution. Et au moment où on a travaillé sur la loi, ça a été compliqué. On nous disait, mais on ne va jamais réussir à les gauler, les clients. Et finalement, bien sûr que oui, il suffit d'avoir une volonté, une loi qui nous permet de le faire. Et ça fait aussi avancer toute la société sur la question des violences sexuelles. Donc, je prends ce détour-là pour dire qu'on va arriver sur le harcèlement sexuel, bien sûr, aussi. Alors, le cadre dans lequel j'ai envie de situer mon intervention, c'est d'abord la Convention d'Istanbul, la Convention du Conseil de l'Europe, que la France a ratifiée le 1er novembre 2014, qui est rentrée en application le 1er novembre 2014, ratifiée le 4 juillet, et qui dit, ça donne... parce que comme notre juriste va arriver après, ça va donner le cadre juridique. Oups là. Les parties prennent, donc les parties, c'est ceux qui signent, prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d'une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales. C'est l'article 40 de la Convention d'Istanbul. C'est le cadre dans lequel nous travaillons aujourd'hui. L'intérêt des conventions internationales, c'est qu'elles sont contraignantes. Ça veut dire que les États qui signent, il faut qu'ils appliquent. Et il y a une commission de contrôle qui voit si ça marche ou pas. Et donc, on peut être mis dans, disons, l'opprobre si on ne fait pas les choses correctement. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, tout à l'heure, monsieur le directeur le disait, les femmes sont principalement victimes du harcèlement sexuel. Les hommes peuvent bien sûr être victimes, et particulièrement les jeunes hommes. Et je vais refaire un petit détour par la radio de ce matin. On entendait que Monseigneur Di Falco avait été pédocriminel. Ça veut dire que sur des garçons, ça veut dire que les jeunes hommes, dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre de stages, peuvent aussi être victimes. Ça n'est pas que les femmes. Et puis le harcèlement moral dont on vient de parler à l'instant, les statistiques, c'est moite-moite. Moitié homme, moitié femme, victime, et moitié homme, moitié femme, agresseur. Ça veut dire que les hommes ne sont pas du tout à l'abri. C'est ça que je voulais dire. Ils sont complètement concernés par le sujet. Bonjour. Je viens juste de citer la Convention d'Istanbul pour donner un petit cadre à ce que je raconte. La deuxième chose que je veux dire tout de suite, c'est la mission interministérielle de protection travaille à des outils de formation pour les professionnels, tous les professionnels, avec donc l'idée de créer
de quoi former les professionnels. Alors, on a commencé par les transporteurs, et vous avez peut-être vu l'année dernière la campagne sur harcèlement sexiste et violences sexuelles dans les transports. Vous l'avez vu ? Alors, l'intérêt de cette campagne, c'est qu'elle permettait de dire ce que c'était qu'un harcèlement, mais aussi de ce que c'était qu'une agression et de faire la différence entre les deux. Très important. Deuxième chose, on travaille avec le ministère de la Défense, parce que vous avez là aussi entendu dans la presse que non seulement il y avait des viols, bon, d'accord, mais aussi beaucoup d'agressions et de harcèlement sexuel. Et puis on travaille avec le ministère de la Défense, des Finances et de l'Économie. Et là, on va avoir un double travail, manager et en direction de l'ensemble des agents et agentes. Voilà. Et puis, vous pouvez trouver sur le site stop-violence-femme.gouv.fr des outils de formation si vous avez envie d'approfondir le sujet pour vous. Voilà. Après ce préambule, je vais passer sur harcèlement lui-même, de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Harcèlement, ça va être des propos. Donc, on va avoir les fameuses plaisanteries qu'on dit grivoises, qu'on peut dire sexistes, qu'on peut dire obscènes, selon ce qu'on veut choisir et selon le degré de la plaisanterie. Quel est l'effet de ces plaisanteries ? Ça crée un climat où je vais pas me sentir à l'aise, pour la plupart d'entre nous. Parfois, je vais me sentir obligée de sourire, même si j'ai pas vraiment envie de sourire, et je vais avoir du mal à réagir. Parce que si le climat autour de moi est à rire, on va me dire, mais t'as aucun sens de l'humour. Donc ça, vous avez à peu près dans le magasin, je vais pas développer, mais vous l'avez dans la tête. Ensuite, je vais avoir des remarques sur mon physique, sur ma tenue. T'as une tenue sexy, ça peut être sympa. Pas obligé que ce soit sympa. Ça peut l'être, mais c'est pas une obligation. La petite jupe, là, elle est pour moi? Oh, ta poitrine pas mal mise en valeur, etc. Je vais pas continuer, mais vous voyez à peu près dans quoi je suis. Et ça, c'est pareil. Ça met mal à l'aise. L'objectif, c'est de mettre mal à l'aise et d'empêcher la réaction de l'autre. Parce que si je dis quelque chose, comment il va le prendre? Je peux aussi dire arrête, ça va bien. Ça, c'est si c'est quelqu'un qui est au même niveau que moi. Si c'est un supérieur, ça va être plus complexe. Et si c'est dans une réunion de travail où on est plusieurs et où les autres sourient, ça va être plus compliqué la réaction. Ça va dépendre de dans quel contexte ça se passe. La réaction possible ou très difficile. Bien sûr, oh, t'as des valises sous les yeux, je me demande ce que t'as fait cette nuit. Ça, c'est la version collègue. Et je peux avoir la version chef. Vous avez l'air vraiment très fatigué et je me demande vraiment ce que vous avez fait cette nuit. C'est-à-dire, je peux l'avoir dans les deux sens. Après, je peux avoir assez simplement, et presque tout le monde l'a vécu, le regard insistant qui me déshabille, qui évidemment va faire que je vais réagir ou pas, selon. Et je peux vous dire que ça arrive à tous les âges, parce que ça m'est arrivé avec une de mes collègues il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez, c'est vraiment tous les âges. Ça n'est pas que pour les jeunes. Après, on peut avoir dans les choses être soumise à des images sexuelles, pornographiques. Et là, c'est pareil. La réaction, plus ou moins facile, sur mon ordi, sur ma table, enfin n'importe. Et puis, en allant un peu plus loin, mais je vais m'arrêter, caresser les cheveux, les mains. Surtout pas une des parties sexuelles considérées comme sexuelles sur notre corps, parce que là, on va passer à agression sexuelle. Et juste les 4 parties sexuelles les plus qu'on retient pour agression sexuelle, toucher une de ces 4 parties, le sexe, je vais commencer par le plus simple, les fesses, les seins, la bouche. Agression sexuelle.
Ça n'est plus du harcèlement. On passe à autre chose. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, je vais me dire, il m'a dit que ma jupe, elle était courte, ou je sais pas, que ça lui faisait envie. Je vais changer ma tenue. Et puis, si je la change, ça n'ira toujours pas, parce qu'il va toujours trouver quelque chose. Parce que ce qu'il faut bien retenir dans l'histoire du harcèlement, c'est que le problème, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'agresseur. Donc moi, je peux faire les pieds au mur, ça changera rien. Et c'est important à savoir. Et si je souris, si je ne souris pas, si je me fâche, etc., de toute façon, il va trouver prétexte à m'humilier, à me casser. Parce que lui, il a un objectif, l'agresseur. Peut-être un petit mot sur la séduction, parce que j'ai parlé de la jupe, elle est mignonne cette jupe. On pourrait être dans de la séduction et ce serait plutôt sympathique. Mais quand on est entre la différence entre séduction et harcèlement sexuel, on va dire la séduction, je vais commencer par le plus sympa, ce sont des propos et des comportements positifs à mon égard et respectueux, et où l'autre est attentif à ce que ça produit chez moi. Et je suis, en général, dans un rapport égalitaire. Et je peux être dans la réciprocité, c'est-à-dire je me sens aussi capable de lui dire « Ah, t'as une belle chemise aujourd'hui » ou un beau costard, n'importe. En tout cas, quelque chose dans la réciprocité. Et puis, tout le monde sait que la séduction est autorisée par la loi. Ça paraît évident, mais c'est très important à dire. Par contre, le harcèlement sexuel, c'est imposer son choix, son pouvoir sur l'autre, sa domination. Et donc, je crée un rapport inégalitaire qui ne tient pas compte de ce que l'autre a envie, de ses désirs, de ses choix, de son consentement. Et donc, c'est interdit. Et donc, c'est important parce que le harcèlement n'a rien de réciproque. Voilà, on pourrait dire ça. Peut-être un petit mot sur le consentement, pour dire que le consentement doit être, bien sûr, réciproque et mutuel. Il peut être formulé par des propos, par un comportement, mais si je me tais, ça ne veut pas dire que j'accepte. Donc, important aussi, parfois je ne suis pas en capacité, pour plein de raisons, de dire non, arrêtez, ça suffit. Pardon ? Je disais, et si je cède, ça ne veut pas dire que je consens. Céder n'est pas consentir, important aussi. Absolument. Tout à fait d'accord. Alors, peut-être, donc, je viens de parler de ces comportements, de ces propos, qui ont donc comme objet de mettre la victime mal à l'aise, comme objectif, pardon, de mettre la victime mal à l'aise. Évidemment, ça va la rendre nerveuse, parce que c'est pas très agréable. Peut-être même qu'elle va se mettre en colère. Et, en général, on cherche à éviter son harceleur, parce que c'est compliqué de le croiser, d'être avec. Et alors, la meilleure façon de savoir si vous êtes victime de harcèlement, c'est de vous écouter. Quand le harceleur rentre dans la pièce, que ce soit moral ou sexuel, votre cœur commence à battre et vous commencez à vous sentir mal. Et là, vous pouvez vous dire, aïe, il y a quelque chose dans la relation qui tourne pas rond. Ça n'est pas normal que quand quelqu'un entre dans la pièce, je me sente mal. Et c'est très important à savoir ça pour soi, parce que, là je le dis de manière un peu théorique, mais dans la vie ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que le problème n'est pas la victime, mais l'agresseur. Et donc ça peut arriver à chacune d'entre nous. Du coup, c'est important de savoir que si ça va pas là en ce moment, faut s'écouter, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et à ce moment-là, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Peut-être, donc c'est, en fait, je ne me sens plus en sécurité. Pour bien travailler, pour vivre normalement, on a besoin de sécurité. Quand on se sent en insécurité, quand on commence à avoir peur, à se sentir tendu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ça n'est pas normal. Il faut bien l'entendre et se l'entendre, se dire « Oh là là, il faut que je réfléchisse, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'autre. » Donc, vous savez que les personnes harcelées ont du mal à aller au travail le matin, elles vomissent, etc. Hein. Je veux dire, c'est des situations qui sont des situations extrêmement pénibles. Et pourtant, vous avez vu, j'ai parlé de choses qui pourraient paraître anodines. Ce que j'ai dit là au début, comment je l'ai décrit. N'empêche qu'à l'arrivée, ça n'a rien d'anodin. Et ça casse quelqu'un. La stratégie de l'agresseur. Parce que dans le fond, pour repérer les choses, c'est pas mal de connaître la stratégie de l'agresseur. Alors, ce que je vais vous dire, c'est en général la stratégie de beaucoup de types d'agresseurs, y compris des violences dans le couple, beaucoup de types d'agresseurs. D'abord, disons-nous que l'agresseur n'est pas un malade. C'est pas un pervers. Il fait un choix conscient, responsable. S'il est malade, l'expert des tribunaux le déclara irresponsable. Mais dans la plupart des cas, il est tout à fait responsable. Et ce qui me marque à chaque fois quand je parle de stratégie, c'est que dans le fond, les agresseurs développent une stratégie qui est toujours la même. Alors on pourrait dire, pourquoi on dit toujours la même? Ben, vous allez écouter, vous allez voir, c'est tout à fait logique. D'abord, ils veulent assurer leur domination sur leurs victimes, leur pouvoir sur leurs victimes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par instaurer un climat de confiance avec la victime. Donc, ils sont plutôt sympas au départ. C'est pareil dans le couple. On se sent bien avec. Vraiment, vous travaillez très bien. Je peux vous aider dans votre travail. Si vous êtes stagiaire, c'est parfait, etc. Et puis, assez vite, il va essayer de l'isoler. Il va l'isoler physiquement, donc essayer de faire qu'il n'y ait pas de témoin, hein, assez normalement. Donc il cherche à se retrouver seul avec elle. Ça, c'est une façon d'isoler. Et il y a une deuxième façon d'isoler, c'est de la disqualifier auprès de ses collègues. Que ce soit un collègue ou un hiérarchique, hein, les deux sont possibles, ou un prof. C'est tout à fait possible dans les deux cas. Alors évidemment, avec le prof de thèse, c'est particulièrement facile, puisque ils vont être souvent en tête-à-tête pour travailler, pour qu'il l'aide dans sa thèse. Je dis ça parce qu'on a quand même eu pas mal de cas de harcèlement sexuel dans le cadre des thèses. Et puis, l'isolement, donc, disqualifié dans le même temps, ça veut dire monter les collègues contre la personne victime, l'humilier en public, vraiment t'es nul, tu sais rien faire, regarde, ce que dit aussi le mari violent, hein. Dévaloriser son travail, ne pas le regarder, le jeter à la poubelle, etc. Et puis essayer de provoquer le rejet des autres. Évidemment, ça a deux avantages pour l'agresseur. Le premier, ça discrédite sa parole, ce qui fait que le jour où elle voudra chercher des témoins, des personnes qui l'aident pour en sortir, elle est discréditée. Et puis deuxième, c'est pour ça que je dis c'est une stratégie d'agresseur efficace. Et deuxièmement, éviter qu'elle puisse parler elle-même du harcèlement. Et puis, évidemment, c'est quelqu'un d'imprévisible. Et ça, c'est très marquant. C'est-à-dire, un jour, il peut être sympa, on est dans une période d'alcalmie, de rémission, ça se passe bien. Et puis après, on va avoir pression, menace, chantage, et il va l'embrouiller. Parce qu'à la fois, dans la période d'alcalmie, c'est très bien ce que vous m'avez fait là, c'est impeccable. Et puis dans la période où il va être dans la période d'agression, là, c'est nul ce que vous avez fait, et ça sera du même type de travail. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du travail que je rends, mais ça dépend de comment lui a envie de m'humilier, de me casser. Et donc ça, c'est un autre élément. Et puis dans les autres éléments, évidemment, c'est un manipulateur. Donc il va essayer de se rendre insoupçonnable vis-à-vis des collègues et de la hiérarchie. Donc qu'on ait l'impression que c'est un gars formidable. Et ça, c'est dans tous les milieux. Il va inverser la culpabilité, c'est-à-dire il va reporter la responsabilité de la violence qu'il exerce sur la fille. Genre, ou le garçon, bon là je vais prendre la fille, genre,
quand même, sa tenue là, ça me fait envie, ça provoque du désir, etc. Vous avez vu comment elle est habillée? Et il va prendre à témoin les autres. Hein. Donc lui se rend irréprochable, mais il considère quand même qu'elle, elle exagère. Et puis, elle va se culpabiliser. Hein, c'est-à-dire que cette inversion de la culpabilité va avoir pour effet que la victime, va se culpabiliser, se dire peut-être que c'est vrai que ma tenue vestimentaire était pas comme il fallait, peut-être que j'aurais pas dû répondre ça, et lui va à partir de là trouver des justifications. C'est-à-dire que c'est un système où il arrive à culpabiliser la victime, lui se justifie et donc travaille son impunité. Un bon agresseur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rester impuni. Alors il y a plusieurs façons de faire, il y a ce que je viens de dire, et puis il y a verrouiller le secret. Si tu parles de ce que je viens de te dire, si tu montes le SMS, le mail que je t'ai envoyé, je vais le dire à tout le monde, d'ailleurs je l'enverrai sur Facebook, ou autre chose. Vous êtes plus fort que moi là-dessus. Mais en tout cas, je le ferai savoir. Et ça, c'est très important parce qu'évidemment, les victimes, ça va les retenir. Et puis, il va se faire passer pour la victime. Donc, si c'est au travail, ben vraiment, elle fait tout de travers, je suis obligée de tout recommencer, ou de le donner à quelqu'un d'autre, ça nous retarde dans le travail. Et si c'est de nature sexuelle, ça va être... elle arrête pas de me courir après, franchement, j'en ai marre, moi. C'est-à-dire qu'il va complètement inverser la situation. Et ça embrouille les victimes, c'est pas facile à décrypter. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la victime? J'ai dit qu'elle perd l'estime de soi, elle se sent dévalorisée, elle a peur. J'ai parlé de la peur tout à l'heure, dites-vous que c'est vraiment la chose la plus importante. Elle a peur de deux choses, des représailles si elle parle, de ne pas être crue si elle parle. Et puis, elle perd confiance en elle, donc parfois, si on est dans le cadre du travail, je vais pouvoir avoir une perte d'attention, de concentration, etc., qui va être préjudiciable à mon travail. Et puis, évidemment, la honte, la culpabilité dont j'ai déjà parlé. Et puis là où c'est très important et où c'est bien d'avoir une personne qui va nous dire le droit, c'est que souvent, évidemment, les victimes méconnaissent leurs droits et les ressources qui existent. Et c'est pour ça qu'une conférence comme ça est tellement importante. Deux petites choses pour terminer. Petite, c'est une façon de parler. L'agresseur, dans le cadre du harcèlement sexuel, exerce de l'emprise et crée du psychotrauma. Alors, l'emprise, c'est un double mouvement. C'est créer une dépendance affective, genre, vous êtes vraiment formidable, etc., ce que j'ai dit au début, et en même temps, dévaloriser l'autre. Et on aura ça toujours dans le même mouvement. Et puis, quand j'ai très peur, ça vous est déjà arrivé d'avoir très peur, j'imagine? Oui? Alors, vous savez que quand on a très peur, on a quelque chose d'assez important. Je l'écoutais ce matin justement aussi sur France Inter et j'entendais un des jeunes garçons, qui est maintenant un adulte, dire, en fait, il ne pouvait plus respirer. On ne peut plus respirer, on a le cœur qui bat, on est tétanisé, on ne peut plus bouger. Ça, c'est quand on a très peur. Et à ce moment-là, on a une réaction de type neurobiologique dans notre cerveau qui se produit, puisqu'on est en risque vital. Si je respire plus et si mon cœur bat trop vite ou bat plus, ça va être embêtant. Donc, on va avoir, dans ce moment de stress extrême, on va avoir une réaction émotionnelle, et cette réaction dans notre cerveau va déclencher une alerte, et pour stopper ce risque vital, on va avoir une réaction neurobiologique. Et ça entraîne pour la victime quoi? Je vous fais pas le détail de la réaction, mais vous trouverez ça si vous voulez dans les bouquins. Mais par contre, je vous dis ce que ça amène. Ça amène une anesthésie physique et psychologique. Ça veut dire que je suis tétanisée, je suis immobile, je peux pas bouger, je peux pas parler, je peux pas crier. Je suis une très mauvaise victime qui va avoir du mal à être crue puisque j'ai pas bougé, j'ai rien dit, etc. Pire, je peux avoir une amnésie partielle, c'est-à-dire je vais me rappeler de certains éléments mais pas de tout. Entre parenthèses, ça explique que les victimes d'inceste, par exemple, ne se rappellent pas toujours
qu'elles ont été victimes d'inceste et que ça vient bien plus tard dans la vie. Et donc, ça veut dire je me souviens pas, c'est ce qu'on appelle les trous de mémoire, dans le meilleur des cas. Et puis, je vais être dissociée, c'est-à-dire je vais avoir l'impression que je suis spectatrice de moi-même, ce que disent très bien, par exemple, les victimes de viol. Et puis, je vais avoir une mémoire traumatique émotionnelle, c'est-à-dire que va revenir de manière inattendue, imprévisible pour moi, je vais revivre ce que j'ai déjà vécu. Et du coup, ça va être extrêmement invalidant et angoissant pour moi. Je vais avoir l'impression que je suis pas normale, mais c'est tout à fait normal parce que j'ai vécu quelque chose de traumatique. Et le harcèlement sexuel, contrairement à ce qu'on croit, les psychologues qui travaillent sur le harcèlement, mais vous allez peut-être le faire tout à l'heure, dans le psychotrauma, disent très clairement que ça peut arriver aussi dans le cadre du harcèlement, pas que dans le cadre du viol, pour être clair. Et enfin, parce que ça me paraît important, je vais revivre donc la scène traumatique et je vais avoir une réaction d'évitement. Je vais essayer de ne pas revivre cela. Pour ne pas le revivre, je vais éviter les lieux, etc. Mais ça reviendra quand même si, dans mon histoire personnelle, évidemment, ça dépend un petit peu de l'histoire de chacun et comment chacun s'est construit. Je vais être hyper vigilante, c'est-à-dire que je vais tout le temps être en éveil, ce qui évidemment n'est pas la situation la plus agréable. Et puis, on a 12 fois plus de dépression et de tentatives de suicide et 7 fois plus de conduite addictive. Donc vous voyez, ça c'est des études qui ont été faites sur le psychotrauma et le stress post-traumatique. Donc vous voyez que c'est des choses qui peuvent être lourdes pour la personne et que donc ça occasionne des souffrances personnelles, encore 3 secondes, professionnelles, okay. Très bien. familiales. Vous voyez, c'est ma dernière feuille, j'en ai pour 3 secondes, elle est pas pleine. Peut-être juste, qu'est-ce qu'on dit à une victime? Si autour de vous, vous êtes témoin de ce type d'agression, qu'est-ce qu'on peut dire à une victime? La première chose, c'est qu'elle y est pour... D'abord, je la crois. Je te crois ou je vous crois. Première chose. Deuxième chose, donc on n'est pas flic, hein, donc on croit la personne. Il y aura peut-être, si elle porte plainte, une enquête, mais pour l'instant, on est à accompagner une personne qui a été victime. Donc, on la croit. On lui dit qu'elle n'y est pour rien et que le seul responsable de l'agression, c'est l'agresseur. Mettre une mini-jupe, mettre n'importe quoi, n'importe quelle tenue, etc., ça n'est pas un délit, ça n'est pas une infraction, encore moins un crime, donc elle n'y est pour rien. Par contre, agresser quelqu'un, c'est un délit, c'est une infraction. Rien ne justifie le harcèlement, aucune parole, aucune tenue, aucun comportement ne justifie le harcèlement. Je suis en train de vous dire ce qu'on lui dit. La loi interdit le harcèlement sexuel, c'est puni par la loi, et puis évidemment, on va lui dire on peut vous aider et on va l'adresser aux bonnes personnes pour que cette personne puisse sortir des violences, parce que bien sûr, on peut en sortir. J'ai dressé un tableau un peu triste du psychotrauma et je me réentends le dire, juste pour dire que ça se soigne et qu'on en sort très bien. Donc il ne faut pas penser qu'une fois qu'on est dans une situation dramatique, on va y rester. Il faut chercher de l'aide. Tout seul, on ne peut pas sortir d'une situation de violence. On a besoin d'aide et c'est le sens de ce travail que nous faisons. Merci. Merci beaucoup pour ces propos et pour surtout la conclusion qui donne un message d'espoir. Donc, je vais céder rapidement la parole à Nathalie Leroy, donc, qui est avocate, qui va revenir sur la qualification juridique du harcèlement, des différentes formes de harcèlement. Voilà. Merci encore d'être là avec nous aujourd'hui. Pardon d'être arrivée en retard. Donc Nathalie Leroy, je suis avocate au barreau de Lille et j'ai aussi l'honneur de présider l'association française des femmes juristes. Je m'interroge quand même, pendant que vous étiez en train de parler, je regardais la salle et je me disais, mais est-ce que faire une conférence sur un sujet pareil, un vendredi en fin de journée, ce serait pas une forme de harcèlement? J'ai pas encore la réponse, mais enfin bon, on verra tout à l'heure, vous nous direz. Alors, juste, et je vais essayer de concentrer mon propos pour pas vous tenir trop longtemps.
donc, on a évidemment des textes qui régissent, et pardon pour les étudiants que j'ai eus l'année dernière, ce sera une révision pour vous, on a des textes qui régissent et le harcèlement moral et le harcèlement sexuel en droit du travail. Alors, sur le harcèlement moral, le texte, c'est l'article 1152-1 du Code du travail qui nous dit « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Moralité, vous voyez que cet article s'articule autour de deux grands axes. Vous avez un axe qui vise les agissements répétés, d'une part, et puis d'autre part, une dégradation des conditions de travail. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est une définition qui est pas très très bien faite, je trouve, et qui est pas hyper satisfaisante, mais en tout état de cause, ça veut dire que les juges ont été confrontés aussi à cette définition-là pour essayer de trouver une articulation. Donc, ça veut dire que à chaque fois que vous serez confronté, en tout cas en tant que professionnel de l'autre côté de la barre, c'est comme ça que moi je le vois, une situation de harcèlement moral, il faudra donner des éléments au juge pour lui donner toute la, j'ai envie de dire, la sensibilité pour se dire, ah bah oui, tiens, là j'ai des éléments qui me permettent de dire qu'effectivement il y a peut-être des éléments. On est sur une appréciation souveraine des juges du fond. Alors, dans les exemples d'éléments qui ont pu être retenus, vous avez, même sur une brève période ou sur un grand espacement de temps, des agissements qui ont finalement un caractère répétitif. Par exemple, vous avez une multitude de mises en garde, d'avertissements qui sont injustifiés. Ben ça peut caractériser un harcèlement moral. Des mesures vexatoires, surtout parce que c'est plus facile à prouver devant d'autres personnes. Votre travail est franchement nul. Vous savez, quelqu'un qui arrive et qui vous jette des documents comme ça sur le bureau en arrivant le matin. Oh, tiens, vous êtes mal habillé ce matin. Enfin bon. Donc à chaque fois, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment du cas par cas. Alors on a des éléments de jurisprudence, mais coller toujours aux éléments qu'on a, c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire que ça vous oblige, vous, à faire un travail pour arriver à vous dire, bah oui, non mais là quand même, on voit l'exagération, parce que c'est ça, c'est l'abus de droit en fait, il va falloir caractériser. On voit l'exagération et on voit que manifestement il y a quelque chose d'anormal. Bon, ça c'est le premier élément. Attention parce que tout n'est pas du harcèlement moral, des écarts de langage. Bah, ça va dépendre. Si c'est sur une journée, parce que vous aviez en face de vous quelqu'un d'hyper énervé pour une raison X ou Y ou Z, ces écarts de langage vont peut-être pouvoir être excusés. J'ai des jurisprudences qui viennent là nous le dire. Mais à l'inverse, il y a des écarts de langage qui sont inadmissibles. Donc vous voyez, c'est à chaque fois compliqué parce que c'est une question de dosage. Donc vraiment, regardez ça au cas par cas. Alors, vous avez derrière, c'est le deuxième volet de la définition du harcèlement moral, une dégradation des conditions de travail. Bon, une dégradation des conditions de travail, on va regarder à quelle sauce vous êtes mangé. Si vos conditions de travail se dégradent, par exemple, eh bien, vous êtes soumis de plus en plus à des heures supplémentaires à tout va et pas nécessairement justifiées, surtout pas justifiées. Ah bah vous allez rester là parce que bon ça il faudrait quand même le terminer. Hein. Les autres s'en vont, pas vous. Ça arrive une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. C'est pas uniquement par vos compétences professionnelles particulières. C'est parce que vraiment vous restez là. Donc pour aller chercher les enfants à la garderie, ça va vous poser un problème. D'ailleurs on le sait et va multiplier les choses. Si vous arrivez à qualifier ces choses-là, à montrer l'articulation, j'ai envie de dire ce sera presque gagné. Presque gagné, pourquoi ? Parce que la charge de la preuve, elle va être inversée, c'est comme en matière de discrimination, elle va peser sur les épaules de l'employeur ou du harceleur. Je vous parle de l'employeur parce que en matière de harcèlement moral au travail, on distingue d'un côté le harceleur, que vous pouvez très bien poursuivre, pourquoi pas, y compris sur le plan pénal, de l'employeur qui lui a une obligation de sécurité de résultat.
Donc, c'est l'employeur que vous allez pouvoir attaquer devant le conseil de prud'homme. Que vous soyez salarié ou que vous soyez stagiaire, parce qu'on a un article qui vient nous dire que... C'est plus le numéro, c'est vraiment, je suis en matière de numéro, il ne faut pas compter sur moi. C'est le 1152-2. Aucun salarié, virgule, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, blablabla, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés. Bon, donc, dégradation des conditions de travail, des reproches incessants, une mise à l'écart, etc., etc. Il va vous suffire, parce que c'est très compliqué de faire la preuve du harcèlement moral, je crois que ça, je rejoins absolument ce que madame vient de vous dire juste avant, c'est pour ça qu'on a inversé la charge de la preuve, mais vous avez quand même un minimum à assurer. Ce minimum, c'est donner des petits éléments, un faisceau d'indices, les administrativistes, ça va complètement de quoi je parle, un faisceau d'indices pour dire « Ah oui, là peut-être, il existe un doute. » Le doute profite aux salariés, à chaque fois. Donc, si vous arrivez à créer ce faisceau d'indices pour dire effectivement il y a peut-être des choses qui laisseraient sous-entendre que, eh bien, la charge de la preuve, à partir de ce moment-là, va peser sur les épaules de l'employeur qui devra faire la preuve qu'il n'existe pas de harcèlement moral et que donc ce que vous avez dit ne laisse pas supposer de harcèlement moral. Les juges du fond, c'est intéressant parce que les employeurs ont essayé d'apporter la preuve élément par un élément en démontant la stratégie du salarié en disant tiens, le salarié me donne tel élément sur lequel il vient s'appuyer. Je démontre que ça n'est pas tout à fait exact. Je passe à l'argument numéro 2, etc. Le juge du fond a dit basta, je ne veux pas entendre parler de ce genre de défense. Ce que je veux, c'est moi j'ai une appréciation globale à faire. La multiplicité des éléments me laisse penser que, et donc je ne vais pas aller sur le décortiquage point par point, je vais aller sur l'environnement global. Et du coup, pour l'employeur, c'est un casse-tête chinois, quand même, sachez-le. Alors sachez aussi, parce que vous avez deux voies qui sont ouvertes à vous, vous avez la voie qui est devant le conseil de prud'homme et la voie du pénal. Bon, j'ai envie de dire, devant le conseil de prud'homme, c'est quand même finalement beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que vous êtes victime. Alors, vous pouvez faire les deux, c'est pas le problème. Mais vous aurez beaucoup plus de chances d'aboutir devant le conseil de prud'homme que devant un juge pénal, simplement pour une raison, c'est que c'est une véritable croisade pour quelqu'un qui est harcelé moralement ou sexuellement, d'aller ne serait-ce que déposer sa plainte. 8 fois sur 10, les services de police, les services de gendarmerie ne veulent pas en entendre parler et vous disent « Oh non, vous n'avez pas déposé une plainte pour ça quand même. Oh non, de toute façon, non, on ne reçoit pas votre plainte, éventuellement déposer une main courante. » Et la victime repart du commissariat. Déjà, vous imaginez, aller faire la démarche, déposer plainte, c'est pas simple. Et la victime repart parce que on n'a pas voulu prendre sa plainte. Bon, si jamais ça vous arrive, que vous êtes dans une situation d'être victime, ce que vous faites, je vous donne un truc. Si vous n'avez pas pris d'avocat, parce que sinon c'est l'avocat qui s'en débrouillera, vous vous débrouillez pour trouver le numéro de fax du tribunal de grande instance, dans lequel de votre lieu de résidence, et vous envoyez un fax au procureur de la République ou une lettre recommandée en déposant plainte, une plainte simple, entre les mains du procureur de la République. Et lui, une fois qu'il aura la plainte, il va chanter les services de police, chanter les services de la gendarmerie, et il va regarder ça directement à son niveau, et après, c'est à lui qui a l'opportunité des poursuites de dire s'il la poursuit ou pas. Bon, puis alors après, s'il ne poursuit pas, libre à vous de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que, et j'en reviens à mes moutons, sur le plan du droit du travail. Vous êtes victime de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Je donnerai après la définition du harcèlement sexuel parce que finalement la logique juridique va dans le même sens. En général, il y a plusieurs hypothèses. Soit vous êtes la victime et votre contrat de travail est encore en cours.
Dans ces cas-là, vous pouvez très bien demander au Conseil de prud'homme la résiliation judiciaire de votre contrat de travail. C'est une première solution. Une deuxième solution dans cet axe-là, c'est parce que ça n'est plus supportable et parce que l'employeur n'a rien fait pour y mettre un terme, prendre acte de la rupture de votre contrat de travail. Attention, parce que si vous prenez acte de la rupture de votre contrat de travail, soit le Conseil de prud'homme vous donnera raison et dans ces cas-là, requalifiera la prise d'acte de la rupture en licenciement nul, ce qui a les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais j'y reviendrai brièvement. Soit vous dire, non, moi j'ai rien vu qui légitimait votre prise d'acte de licenciement et du coup, va requalifier ça en démission. Derrière, les conséquences ne sont pas pareilles, parce que démission, ça veut dire que, 1, vous n'avez rien, 2, vous auriez dû faire un préavis que vous n'avez pas fait. Donc, il pourra vous condamner aussi à payer en indemnité le préavis que vous n'avez pas fait à l'employeur. Et troisièmement, l'inscription au Pôle emploi, vos allocations chômage, vous allez pouvoir vous asseoir dessus, si je puis me permettre. Donc, attention à ça. La résiliation judiciaire, c'est un petit peu plus facile, parce que ce sera au Conseil de prud'homme de dire oui, là on ordonne la résiliation judiciaire et on lui donne les conséquences d'un licenciement nul. Bon. Donc vous ne prenez pas de risque, mais en attendant, ça veut dire que vous êtes en arrêt de travail parce que retourner travailler quand on est victime d'un harcèlement moral, de toute façon physiquement c'est pas possible. Vous avez tellement, 9 fois sur 10, au niveau psychologique on y reviendra, mais 9 fois sur 10, moi les gens que j'ai vus et qui étaient victimes d'un harcèlement moral ou sexuel ont tellement mal au ventre, rien que de penser à retourner ou même de passer pas loin de leur lieu de travail, qu'ils en sont incapables. Voilà. Donc, logiquement, tout ça se termine toujours par un arrêt de travail. Alors, une autre voie, et je vous donne une piste de réflexion, c'est que c'est ce qu'on appelle l'inaptitude. C'est de dire, OK, je ne prends pas le risque de la résiliation, je ne prends pas le risque de la prise d'acte du licenciement, mais je vais aller sur un autre terrain, c'est dire, OK, je dois réintégrer l'entreprise, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de réintégration. Hein. Je vais voir le médecin du travail, j'explique au médecin du travail ce qui se passe, et le médecin du travail me déclarera inapte. Voilà. Et si le médecin du travail vous déclare, alors si jamais il ne vous déclare pas inapte, brim, vous retournez voir votre médecin traitant pour qu'il vous remette en arrêt de travail, tout illico, mais très souvent ça se termine comme ça. Le médecin du travail déclare inaptitude et ça se finit par un licenciement pour inaptitude, et derrière, on attaque le licenciement pour inaptitude en disant « Ah bah oui, inaptitude, mais quelle est la cause de l'inaptitude ? C'est le harcèlement dont j'ai été victime et donc malade. » Et donc, l'imputabilité incombe à l'employeur et donc c'est lui qui va payer les pots cassés. Alors c'est quoi les pots cassés ? Dans le cadre d'un licenciement, donc qu'on soit dans le cadre d'une résiliation judiciaire, d'une prise d'acte, etc. avérée, ou d'un licenciement pour inaptitude, ou même d'un licenciement qui a été fait à la suite d'un harcèlement moral. Parce que ça arrive. Hein. Une victime de harcèlement moral, le jour où elle se laisse plus faire parce qu'elle est plus docile, ah bah tiens donc, puis en plus, elle a le culot de plus venir, d'être un peu malade, etc. Bah, elle est plus malade, je suis obligée de la remplacer, ça désorganise l'entreprise, et je la licencie pour cette cause-là. Derrière, licenciement nul. Alors, c'est quoi les conséquences ? J'ai envie de dire c'est un bien grand mot nul parce que ça a les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Si vous avez plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés, vous aurez un minimum de 6 mois de dommages et intérêts et le reste sera évalué en fonction de votre préjudice. Si vous avez moins de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, là, on évaluera votre préjudice au premier euro. Il n'y aura pas de socle minimum. Bon, mais l'avantage et l'intérêt du licenciement nul, c'est que la victime, même si psychologiquement on ne l'utilise quasiment jamais parce que c'est très très lourd, la victime va pouvoir demander sa réintégration. Je vous explique la manip. On va dire presque 2 ans après les faits, vous saisissez le Conseil de prud'homme et demandez votre réintégration. Le Conseil de prud'homme, constatant le harcèlement moral, va leur donner, évidemment, l'employeur derrière, il ne va pas vous réintégrer, parce que je ne vous raconte pas le BINS. Mais vous pourrez obtenir l'ensemble des salaires que vous auriez été en droit d'obtenir si vous aviez pu rester à votre poste de travail jusqu'à la date de réintégration. 2 ans de salaire, c'est quand même pas mal. Et comme l'employeur ne va pas vous réintégrer de toute façon, derrière, vous allez, bing, ça va aussi tomber en dommages et intérêts. Bon.
c'est à faire passer au niveau des victimes. Moi, j'y arrive pas parce que les gens sont tellement horrifiés en disant réintégration. Le mot ne passe pas, rien que le mot. Vous savez, l'espace symbolique est hyper important enfin dans ces domaines-là et en matière judiciaire aussi. Ça passe pas, ils le demandent pas, mais sachez que ça existe. Alors, vite, parce que je pourrais tenir longtemps sur le sujet. Sur le harcèlement sexuel, je vous donne la définition parce que la définition a évolué en 2012 et les choses ont été, parce que justement, c'est tellement compliqué déjà pour la victime. Alors, harcèlement moral, c'est une chose, mais alors harcèlement sexuel, reconnaître qu'on a été harcelé sexuellement, il y a toujours un peu de culpabilité, et encore, il y en a dans le harcèlement moral, mais il y en a encore plus dans le harcèlement sexuel, une certaine honte, une certaine gêne qui vient de s'installer. Donc on a essayé de faciliter les choses. Alors, une définition en 2 volets. L'article L 1153-1 du Code du travail vient nous dire « Aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur... » Ça, c'est du harcèlement. Tout le monde boit autour de moi et pas moi. C'est dur. Non, je plaisante. Soit par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. C'est le premier volet de la définition. Soit assimilé au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, et ça c'est intéressant, exercée, alors là on met une condition, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Bon, on a donc une définition qui est quand même très large, alors, ce qui est compliqué là sur le harcèlement sexuel, et c'est toujours l'acte de défense des harceleurs, c'est de dire que la victime était pleinement consentante. Et ça, je veux dire que c'est compliqué, notamment quand la victime a eu des échanges, par exemple, par SMS, etc. Et que là, j'ai un dossier qui est arrivé sur mon bureau pas plus tard qu'hier, avec un employeur qui a licencié un salarié. C'était un coach sportif dans un club de sport. Il a licencié un coach sportif parce qu'il y a une jeune femme, alors en plus, elle a 17 ans, qui venait faire des cours de gym. Et alors, elle a donné... Le coach est un peu mignon, c'est vrai, il fait des cours sympas. Bon, voilà. Il lui a donné son numéro de téléphone. Il lui a envoyé des SMS. Elle lui a envoyé une photo d'elle. Elle est en maillot de bain. C'est vrai qu'elle est mignonne. Et alors, le coach, là, s'est enflammé, mais alors à un degré plus. Il lui a envoyé des textos, des SMS à n'en plus finir. Et alors, je veux dire, on est vraiment là... pour moi, c'est vraiment plus de la séduction. On est vraiment sur des propositions sexuelles, on va même dire hard. Alors après, moi je suis peut-être un peu puribonde, j'en sais rien. Moi j'ai estimé que c'était un peu hard. En tout cas, c'est hyper chaud quand même. Et cette jeune fille, elle a dit aux dirigeants du club sportif, mais attendez, là c'est allé tellement loin que je viens en cours, dans les derniers temps, je suis venue en cours uniquement avec 2 autres adhérentes, je venais plus toute seule, je me sauvais avant la fin du cours, et puis là, je veux changer de cours parce que j'en peux plus, quoi. Bon, c'est compliqué parce que elle lui a donné son numéro de téléphone, je vois bien son axe de défense. Bon, puis alors là où c'est compliqué pour l'employeur, c'est que dans quelle mesure je suis pas dans le domaine de la vie privée? Parce que les propositions, il les a pas faites en cours, il les a faites avec son téléphone portable, des SMS personnels qu'il a envoyés. Donc j'ai envie de dire, sur le plan pénal, j'ai peut-être une carte à jouer, c'est possible, parce que le comportement de la victime sur le plan pénal n'exonère pas la responsabilité du harceleur. Tant mieux, mais vous allez avec ça dans des juges prud'homaux. Je pense que je risque de dire à mon employeur peut-être d'essayer de transiger le dossier. Parce que j'ai peur que dans les conseillers prud'homaux, en plus, si j'en ai un
ou deux qui sont là et qui sont peut-être un peu lestes sur ce type de choses, de ne pas arriver à grand-chose et que mon employeur, finalement, soit condamné pour licenciement, là, pour le coup, sans cause réelle ni sérieuse. Voilà, donc vous voyez, c'est très, 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 très touchy. Voilà, alors... En conclusion ? Oui, j'arrête tout à fait. J'arrête là. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers, parce que le sujet, encore une fois, est très vaste et c'est du cas par cas. Mais je pense surtout, raccrochez-vous aux textes qui existent, regardez un petit peu les jurisprudences. Je ne vous ai pas parlé de l'obligation de sécurité de résultat. J'aurais pu le faire, mais je n'ai pas le temps. Mais déjà là-dessus, ça vous donne un aperçu juridique. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention très claire. Je vais vous inviter à vous déplacer parce qu'il y aura une petite présentation pour éviter... donc il est temps qu'on déménage. Donc troisième et avant-dernière intervention concernant les outils qu'utilisent les entreprises à l'égard du harcèlement. Je vais laisser la parole à Monsieur Miclet, Simon Miclet, qui va intervenir sur cette question pendant une vingtaine de minutes. Merci. Bon, en entendant que ça s'affiche, bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être ici, tout d'abord pour parler d'un sujet dont on parle peu, et en plus dont on parle peu dans les grandes écoles, auprès d'étudiants et d'étudiantes, auprès de futurs professionnels. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous seront en stage prochainement, donc s'éveiller sur le sujet, ça peut être utile, je pense. Et très heureux aussi d'être ici parce que j'étais en effet élève ici et je reviens au micro cette fois, autre chose pour que l'annonce de soirée BDS, donc c'est bien aussi. Et pour un sujet autrement plus sérieux qui est donc les violences faites aux femmes et l'action des entreprises. Alors ici on fait un petit pas de côté sur le sujet parce qu'en fait il s'agit là d'une étude qu'a réalisée la Fondation FACE, fondation pour laquelle je travaille, qui porte sur les violences faites aux femmes commises dans la sphère privée et quelles conséquences ces violences ont sur l'entreprise. Comment ça impacte la productivité, comment ça impacte les relations de travail. Est-ce que les collègues sont témoins? Si oui, comment ils réagissent? Les entreprises, lorsqu'elles sont au courant de cas avérés, comment elles réagissent. Voilà, donc on a interrogé les entreprises sur ce sujet à travers un projet européen qui s'appelle CARV et donc qui est financé par une ligne de budget européen de l'ADG Justice. Pour ceux qui ont déjà fait des stages dans le sujet, vous devez connaître. Alors, en quelques mots, juste un rappel une présentation de FACE, Fondation Agir contre l'exclusion. Je pense qu'il est utile de dire ici que c'est Martine Aubry en fait, qui a créé cette fondation lorsque elle était DGA de Péchinet. Donc c'était dans sa carrière entreprise. Elle est restée présidente assez peu de temps. Elle a passé très vite la main au PDG de Casino, qui a présidé la fondation pendant près de 15 ans, et désormais le président c'est Gérard Mestralet, le PDG d'Engie. C'est une fondation reconnue d'utilité publique et on a pour objet principal de prévenir et lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de pauvreté à partir de l'entreprise. Donc on a bien sûr plusieurs champs. On travaille sur les pratiques d'entreprise, donc plutôt les pratiques RH. On travaille sur l'accès à l'emploi, donc les personnes qui sont à la recherche d'emploi, la partie éducation, le lien entre entreprise et école, la partie au quotidien aussi, c'est-à-dire la consommation, comment l'évolution de la consommation et des usages crée éventuellement des exclusions, comme l'accès aux services par Internet. Est-ce que c'est une avancée ou est-ce que ça exclut certaines personnes? Et puis enfin, la dernière partie, c'est une partie plus territoire, comment une entreprise agit dans un territoire donné. Alors, ce projet européen qu'on a mené pendant 2 ans, il nous a en fait permis de mener une campagne dans 5 pays, la France, la Belgique, l'Espagne, la Grèce et la Bulgarie. Il se termine là fin septembre.
Et il avait comme objectif initiaux de parler des violences et lutter contre les violences sous l'angle du travail, à partir de l'entreprise, à partir de la parole de l'entreprise, comment l'entreprise traite le sujet, et puis briser le tabou de ce sujet au sein des entreprises. C'était un sujet pas simple initialement. On est arrivé avec assez peu de références sur le sujet. C'était le premier projet qu'on menait sur les violences faites aux femmes, alors qu'il y a des entreprises, des institutions, enfin des associations, des institutions qui travaillent depuis des années. Et on a essayé d'être assez humble, et on a donc interrogé pendant 2 ans des experts, des expertes comme Ernestine Renet qui a participé au projet, et l'ami prof. Et on a donc plusieurs conclusions à ce projet que je vais vous présenter. Alors, la première chose qu'on a réalisée, c'est vraiment cette étude qui nous a occupé pendant presque 1 an sur l'implication des entreprises dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce qu'on a constaté, c'est que tout d'abord, les violences commises dans la sphère privée ne s'arrêtent pas aux frontières de l'entreprise. Alors, ça peut paraître logique de dire ça, mais en fait, on l'a vraiment constaté lors des entretiens. C'est surtout les associations qui insistaient sur ce point, en nous disant que l'entreprise peut être à la fois un lieu refuge pour les femmes qui sont victimes de violences, parce qu'elles viennent trouver de l'entraide, elles viennent trouver de l'écoute, mais ça peut également être un lieu de danger potentiel, parce que lorsque les femmes quittent le domicile conjugal, lorsqu'elles y arrivent, les associations nous ont aussi dit que les femmes quittaient 7 fois le domicile avant de quitter vraiment leur conjoint. En fait, lorsqu'elles quittent le domicile, le conjoint sait où les retrouver. Et donc le lieu de travail peut être un lieu de danger potentiel. On a eu des entreprises qui nous ont témoigné de ça, des violences commises à la porte de l'entreprise. Un autre constat qui, là, nous a un peu remis en cause les hypothèses qu'on avait, parce qu'au début de notre étude, on a interrogé beaucoup d'associations, et on trouvait très peu d'associations qui travaillaient avec les entreprises sur ce sujet-là, autre que sur l'insertion professionnelle. C'était que des femmes qui recherchaient un emploi, et donc les associations contactaient les entreprises pour trouver un emploi à ces femmes. Mais en fait, les chiffres que nous on a trouvés, c'est que en fait, les femmes victimes de violences sont majoritairement salariées. Donc 62% des femmes victimes de violences conjugales sont des actives occupées. Ça, c'est un chiffre du centre Hubertine Auclair, qui est un centre de ressources en Île-de-France. Autre point, c'est que sans être dans une démarche de détection active, les entreprises repèrent vraiment des cas de violence. Mais elles le repèrent par plusieurs thèmes, par des demandes expresses de changement de logement, des demandes de mutation, voilà, par plein de signaux, et puis par différents canaux, différents types de personnel au sein de l'entreprise. Ça peut être les DRH, ça peut être les médecins du travail, ça peut être et surtout même les assistantes sociales, ce qui fait que en fait, rien n'est centralisé, et elles n'arrivent pas à se rendre compte que ce phénomène est fort, et elles ne le traitent que rarement de manière active. Donc elles ne cherchent pas à détecter ces cas, mais pourtant, lorsqu'on les interroge, beaucoup d'entre elles nous ont dit oui, on a eu des cas, et parfois même des cas graves. Et enfin, le dernier constat de notre étude, c'était de dire que l'entreprise a un rôle à jouer dans la lutte contre les violences, informer davantage, sensibiliser davantage, et orienter aussi les femmes lorsqu'elles expriment des situations personnelles, des situations de violence. Il faut que les entreprises sachent vers qui orienter. Alors, parmi les entreprises qu'on a interrogées, donc, on a, nous, pris comme point de départ l'entreprise qui agissait le plus sur le sujet. C'est l'entreprise Kering, anciennement PPR. Donc, le PDG, c'est François-Henri Pinault. Et ils ont en fait une fondation exclusivement dédiée au sujet des violences faites aux femmes.
Et elles nous ont, Kering nous a ensuite dit quelles étaient les entreprises qui travaillaient aussi sur le sujet. Donc il y avait PSA, il y avait Orange, il y avait Raja, voilà, différentes entreprises. Et lorsque nous, on les a questionnées sur qu'est-ce qu'elles faisaient, elles nous ont dit qu'elles faisaient les actions suivantes. Tout d'abord, certaines marquaient leur engagement de lutter contre les violences dans leurs accords égalité femmes-hommes. Donc certaines mentionnent, vous savez peut-être que les accords entre égalité femmes sont obligatoires dans les entreprises, en tout cas les entreprises de plus de 50 salariés. Et certaines vont au-delà de la loi et indiquent la lutte contre les violences comme un des objectifs de cet accord. Certaines d'entre elles relayent les campagnes nationales de lutte contre les violences. Donc là, c'est très bientôt, c'est le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et certaines entreprises relayent les campagnes faites par l'État. Certaines informent sur le 25 novembre, mais aussi sur le numéro national, le 3919, de lutte contre les violences. Et puis certaines aussi forment et sensibilisent leurs salariés à cette question. Elles sont assez rares, mais certaines l'ont fait, notamment former les RH, former les médecins du travail, former même les managers pour certaines d'entre elles. Donc il y a quelques entreprises qui agissent, elles sont rares, mais lorsqu'elles agissent, elles font ça. Nous aussi, l'une des questions qu'on avait au départ de cette étude, c'est quel est le rôle de l'entreprise, quelles sont les possibilités pour elle d'agir. Parce que là, ici, on est vraiment à la frontière de la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est ça qui nous intéressait dans ce projet. Nous, l'idée, c'est toujours de faire que les entreprises se posent de nouvelles questions sur des sujets sociaux, sociétaux. Et la question des violences, c'est vraiment une nouvelle question parce que c'est à la fois dans la sphère privée, mais en même temps, ça déborde sur la sphère professionnelle. Donc on est ici sur une frontière qui était intéressante pour nous. Le rôle de l'entreprise, c'est que c'est donc un lieu de protection. On l'a vu rapidement sur la question juridique. Un lieu de protection, c'est aussi pour les femmes un enjeu de maintien dans l'emploi. Donc les entreprises, lorsqu'elles détectent des cas de violence, il faut qu'elles soient vigilantes à ce que ces femmes qui sont victimes puissent rester dans l'entreprise parce que c'est un moyen d'indépendance énorme. Et on a vu comment les auteurs de violences arrivaient à isoler les victimes et le travail fait partie parfois de ce système d'isolement. Et enfin, le dernier point, c'est informer, sensibiliser et orienter, mais le rôle de l'entreprise, ce n'est pas de prendre en charge, c'est aux associations de prendre en charge ces victimes. Les entreprises ne sont pas des travailleurs sociaux, mais ils ont une responsabilité aussi de connaître l'environnement dans lequel elles évoluent et de mieux connaître peut-être les associations qui gravitent autour d'elles. On avait émis quelques recommandations à l'époque. Renforcer l'information au sein des entreprises, réaliser des formations si c'est possible, rapprocher l'entreprise et associations pour qu'elles soient informées des initiatives de l'autre secteur. Ça, c'était vraiment des points de départ de notre projet. On a constaté que les entreprises ne travaillaient avec aucune association et les associations ne travaillaient avec aucune entreprise. Elles se connaissaient très mal. Et à la fin du projet, on a réussi à organiser des événements où chaque secteur était présent. Donc ça a été un des points positifs. Des campagnes de communication adaptées aux entreprises, ça c'est les entreprises qui nous l'ont dit, c'est que oui, on aimerait relayer, informer davantage, sensibiliser, mais parfois les campagnes qui sont à notre disposition, on ne peut pas les afficher dans nos couloirs, donc peut-être réfléchir sur ce point. Et puis c'était une suggestion qu'on avait faite presque directement à l'ami prof, c'était d'inclure l'entreprise dans le prochain plan interministériel triannuel, et c'est en bonne voie. Voilà. Alors, après ce constat dans notre étude, le deuxième point important du projet, c'était de réaliser un guide pour les entreprises sur cette thématique. Ce guide, il est préfacé en fait par François-Henri Pinault.
et par la commissaire chargée de ces questions à l'Europe. Et on a récolté en fait toutes les bonnes pratiques identifiées dans les pays qui étaient partenaires du projet, donc la Grèce, la Bulgarie, l'Espagne, la France et la Belgique. Et on a essayé de faire un document le plus ludique possible, le plus clair possible sur comment agir sur ce sujet avec des bonnes pratiques et avec quelques recommandations. Si jamais vous êtes dans une structure où vous sentez que cette question émerge, intéresse, je pourrais bien sûr moi vous le communiquer, mais ce guide est trouvable assez facilement sur Internet. Il y a un site dédié au projet, donc c'est carve-daphné.eu, et si vous ajoutez /carve derrière, vous avez tous les livrables du projet, donc le guide, le poster, toutes les études nationales. On a aussi une vidéo qui a été réalisée dans le cadre du projet. Donc vous pouvez retrouver tout sur Internet. J'aurais dû en apporter avec moi, mais bon, j'ai pas pu malheureusement en amener assez. Mais nous, ce qu'on a constaté en tout cas, c'est qu'au départ, pour nous, c'était comme point de départ, est-ce que l'entreprise peut agir sur le sujet? On n'avait aucune obligation dans cette question. Est-ce qu'elle peut agir sur le sujet? La réponse est oui, elle peut dans les limites de sa responsabilité, mais elle doit aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes victimes de violences au sein des entreprises, et les entreprises détectent des cas de violence, et lorsqu'elles le font, lorsqu'elles détectent des cas de violence, elles doivent mieux agir. Parce que pour le moment, il y a un peu de flou sur ce qu'elles doivent faire. Elles-mêmes ne savent pas comment faire. Donc on cherche maintenant, nous, comme prochaine étape, à les mettre en réseau, à faire qu'elles puissent s'inspirer de bonnes pratiques dans d'autres entreprises. Et on espère avoir un prochain projet ensemble avec l'ami prof pour continuer à avancer sur le sujet. Merci. Pour terminer, quatrième et dernière intervention sur ces mêmes questions de violence, précisément de harcèlement, au sein de la structure universitaire. Je laisse cette double intervention. Donc, bien bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes Stéphanie Dablemont et moi-même, Christine Bruzon, donc co-directrice d'une option qui s'appelle Option éducation spécialisée au département carrière sociale d'ANIUT, donc les UT qui dépendent de l'université Lille 3. Donc nous sommes membres toutes les deux d'une cellule de veille et d'information sur le harcèlement sexuel qui a été créée en 2006 suite à une note ministérielle du 21 octobre 2005. Voilà, donc on n'aura pas trop de temps, mais s'il y a des questions par la suite, on pourra répondre. J'ai participé moi-même à la création, l'émergence de cette cellule de veille qui était impulsée sous l'idée de Colette Lamarche, qui était alors sociologue à l'université. Voilà, et Nathalie Coulon est chargée de mission maintenant de cette cellule. Bon bref, voilà un peu, c'est le cadre. Donc notre mission, notre cellule est surtout une instance qui n'est pas disciplinaire et dont notre rôle est d'informer. Donc nous faisons beaucoup d'informations dans les promos d'étudiants, d'étudiantes, de guider, d'écouter, d'accompagner, etc., d'aider quelquefois à instruire des dossiers. Voilà. Alors évidemment, notre intention première est de faire en sorte, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'étudiantes, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi peut-être d'étudiants, quittaient les formations sans qu'on sache pourquoi, des gens qui disparaissaient, et on s'est posé la question de peut-être le harcèlement sexuel pouvait en être la cause. Alors, je tiens à préciser que la cellule de veille n'a pas été créée à Lille 3 parce qu'il y avait plus de harcèlement sexuel à Lille 3 qu'ailleurs. Ça, c'est souvent la question qu'on nous donne. Non, c'était vraiment nous avions la chance à l'époque, en 2006, d'avoir un conseil d'université avec des idées assez novatrices et qui ont accepté, en effet, c'était voté, etc. Donc voilà, c'est bien pour répondre à une note ministérielle. Beaucoup de choses ont été dites, hein, donc au niveau de la loi, etc. Ce que je voulais dire avant tout, c'est bien évidemment les jeunes étudiantes
Cette cellule est destinée à la fois aux professionnels, donc membres IATOS, comme on les appelle à l'université, que ce soit des membres des secrétariats, que ce soit des étudiants, des profs, etc. etc. Donc ce sont tous les membres de la communauté universitaire. Alors, évidemment, un deuxième point, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les jeunes femmes et les jeunes filles ou les femmes, etc., qui sont victimes, il y a aussi des garçons, donc ça, il ne faut pas l'oublier, qui peut-être témoignent avec moins de facilité, donc ça c'est important. Mais, on l'a dit aussi, majoritairement, les femmes sont victimes de harcèlement sexuel. Donc voilà, c'est un premier point. Quand on n'a pas trop le temps, j'avais envie, enfin on avait envie, on s'est dit qu'on allait parler de notre pratique au quotidien, de notre rôle dans cette cellule. Donc comme nous l'avons dit, on répond aux demandes quelquefois par mail, etc., ou des étudiants qui viennent nous rencontrer en disant qu'ils subissent des choses anormales. Donc on les aide à poser les mots et surtout on les écoute. Donc de manière, ça c'est une spécificité de la cellule de veille de Lille 3 je pense. On les écoute une fois, deux fois, des entretiens qui durent 3 fois et voilà, les gens reviennent, nous écrivent et on les aide à déculpabiliser souvent, à nommer les faits comme étant du harcèlement, on les aide à écrire. On passe beaucoup par l'écriture en fait. Quand je reçois les personnes, je suis un peu le porte-plume des personnes qui me racontent et j'écris ce qu'elles me racontent. Enfin, on a tous des procédés, des manières de faire différentes, mais voilà un peu notre rôle, donc un rôle d'information, etc. Je vais passer le micro à Stéphanie parce que la semaine dernière, donc on est formatrice aussi, on est éducatrice spécialisée de formation, donc nous avons été formés à l'écoute dans nos années antérieures de formation et on est co-directrice de cette option, on forme des éducateurs et des éducatrices spécialisées. Et la semaine dernière, nos petits étudiants, nos petits piou-piou, 17-18 ans, arrivent, les premières années, etc. Et dès la deuxième semaine, on a fait une séance, donc on informe les étudiants. Et on a été assez marqués, donc une promo de 74 étudiants, donc 2 demi-groupes. On était assez marqués, et Stéphanie va en parler, du nombre d'étudiants qu'on avait rassurés, qui nous témoignaient d'histoires de harcèlement, etc. Donc ça, ça peut être des exemples concrets qui montrent qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Voilà, donc, en espérant aussi que peut-être ces témoignages rapportés vous permettront aussi d'alimenter le débat par la suite. Donc peut-être quelque chose qui va vous parler immédiatement et dans la vie de tous les jours. Certaines étudiantes notamment nous ont évoqué des situations vécues dans les transports en commun. Donc les transports en commun, des frôlements, des mots, des gestes. Aussi par exemple des personnes qui qui étaient suivies tous les jours. Bien sûr, les transports en commun, on prend souvent au même moment, au même endroit, le même moyen de transport. Et donc des étudiantes qui pouvaient être suivies jusqu'à leur domicile, épiées, etc. Donc vraiment des situations de malaise très importantes qui peuvent amener effectivement à un moment une forme de repli sur soi. Voilà. Donc c'est des situations qui peuvent être vraiment très très compliquées. Donc quand on parle des transports, on parle de harcèlement et on peut parler aussi d'agression, malheureusement parfois. Donc elles ont évoqué aussi, donc notamment par exemple des situations de harcèlement lors d'emplois temporaires, puisque comme on vient de vous le dire, sont des personnes qui sont très jeunes, donc des situations vécues lors par exemple de colonies de vacances, des étudiants qui ont le BAFA, qui animent, etc., des centres aérés, des emplois de restauration, etc., où on demande par exemple à une jeune fille de se mettre à genoux devant le patron pour nettoyer par terre, enfin, voilà, dans des positions très très subjectives. Enfin voilà, donc des situations qui sont très 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 compliquées à gérer, très alarmantes et très compliquées dans la mesure où, bien évidemment, on perçoit bien ce contexte temporaire. On travaille pendant 15 jours, on a besoin de ce salaire. Alors au bout de 15 jours, 3 semaines, là tant pis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va supporter. On va se taire, on va supporter, et puis on va partir, et puis on n'y pensera plus. Sauf que, comme on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, sur un plan clinique, traumatologique, ce sont des choses qui peuvent émerger par la suite dans d'autres situations professionnelles ou personnelles. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on souhaitait évoquer avec vous, c'est peut-être aussi le rôle des garçons, des hommes, puisque dans les témoignages qu'on peut recueillir, on a quand même constaté
que certains témoignages émanent donc de la part parfois d'étudiantes, mais du fait de la pression, enfin j'ai envie de dire de l'insistance de leur petite amie, de leur conjoint, parce qu'effectivement les répercussions sur la vie quotidienne, sur la vie intime, sont très très importantes, et donc amènent effectivement le conjoint à un moment donné, entre guillemets, à pousser la personne à faire des déclarations, à se soigner, donc à prendre un petit peu les choses en main. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un rôle du conjoint ou de la conjointe éventuellement, puisqu'on disait qu'il n'y a pas forcément de sexe dans les situations de harcèlement, d'agression, mais donc effectivement il y a aussi cette dimension de soutien très très actif qui est importante à nommer. Alors, oui, alors en effet, ça c'est un message qu'on avait à passer aux garçons qui sont moins nombreux que les filles. Donc en effet, des garçons aussi qui sont très en colère de l'image que donnent ces agresseurs en fait. En disant, moi je participe, l'année passée j'ai instruit j'ai écouté à plusieurs reprises des étudiantes donc, à Lille 3 qui toutes ont fait leur témoignage et des garçons aussi étaient quelquefois présents. Des jeunes hommes étaient présents à l'entretien, bon, même si ce n'étaient pas des petits amis, ou etc., ça peut être des copains, mais qui étaient très en colère de l'image que pouvaient donner les agresseurs, et puis en tant qu'hommes, en fait, c'est pas évident. Et ça, on a retrouvé aussi cette difficulté, les petits jeunes de la semaine dernière, là, ils disaient, ben oui, mais à partir de quand on se rend compte, quand est-ce qu'on harcèle, etc., etc. Donc si nous avons le temps, mais peut-être que certaines d'entre vous, certains le connaissent, on a montré un petit documentaire qui s'appelle A Cup of Tea, mon anglais n'est pas très génial, et puis en fait un petit documentaire qui parle du consentement, et ça c'est super intéressant, c'est une manière ludique, et on a réussi à parler de céder n'est pas consentir, etc., etc. Donc en effet notre rôle, et moi je m'en aperçois avec le temps, c'est surtout aider les étudiantes et étudiants à dire non. En effet, oser dire non, et chez les jeunes étudiants, quelquefois c'est très difficile, surtout aussi, je suis par ailleurs responsable des stages, surtout par ailleurs dans le cadre des stages de formation, où des étudiants ont besoin de leur rapport de stage et un rapport de stage positif, et où les agresseurs, bien évidemment, font du chantage, même implicite, par rapport à l'écriture de ce rapport de stage, etc., etc. Et les étudiantes, souvent, n'osent pas parler, parce que malgré ce dispositif, on s'aperçoit en fin de formation, donc les étudiants font une formation de 3 ans, par exemple, chez nous, ils savent très bien qu'on est missionné, ils nous connaissent, on a des affiches partout, on fait des informations, et quelquefois, au mois de juin, là, avant de nous quitter, elles nous annoncent qu'elles ont été harcelées sexuellement, etc. Mais on lui dit, mais enfin... pourquoi tu nous as pas parlé avant? Oui, mais enfin, le rapport de stage, ma formation, j'avais peur. Et en fait, c'est pas parce qu'elles ont les connaissances, qu'elles connaissent les personnes de ressources, etc., qu'elles osent parler. Donc, et on détricote un peu les histoires, et en même temps, donc c'est intéressant de voir comment l'emprise marque les personnes et les pousse au silence, en fait. Voilà un peu ce qu'on voulait dire. Passer aux questions. Peut-être on va passer aux questions. Alors on s'aide beaucoup évidemment du guide Clash. Il y avait des exemplaires ici. On n'aura pas trop le temps d'en parler, mais je pense que vos enseignants vont vous les filer. On peut le trouver sur Internet. Donc là, voilà. On aide beaucoup les étudiants aussi à trouver des personnes ressources ou des étudiantes ou même des membres des professionnels, qu'ils soient profs ou voilà. On a des petits outils qui peuvent nous aider, donc ça peut aussi... et on va peut-être visionner, mais ça ne dure pas longtemps. La tasse de thé, c'est 3 minutes. 3 minutes, c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Donc ça, c'est une petite mise en scène qui était pensée par des policiers, justement. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. You come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it. You wanted tea last week. Or to wake up to find you pouring tea down their throat going, but you wanted tea last night. But if you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex?
Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to go make myself a cup of tea. Il y a un projet vraiment, le projet Crocodile pour les personnes qui sont, vous l'avez peut-être connu aussi, le projet Crocodile. Donc c'est un auteur de bande dessinée qui a fait une BD sur la question, etc., etc. Ils ont un blog vraiment intéressant avec des liens très intéressants aussi que vous pouvez aller consulter et qui peut vraiment aider aider les personnes à reconnaître le fait de harcèlement sexuel. Parce que bien évidemment, et la juriste est là aussi pour aider Madame l'avocate, vous êtes là pour aider à poser les mots. Parce que souvent, la situation de harcèlement sexuel, qu'on soit garçon ou fille, évidemment, brouille les esprits, les gens, on a bien vu. J'ai reçu des personnes qui avaient des troubles on disait mal au ventre, mais c'est pas seulement mal au ventre, hein, c'est des troubles des psoriasis géants, des troubles de peau, des eczémas, des œdèmes de quinque qui se déclarent alors qu'il n'y a pas de phénomène d'allergie auparavant, etc., etc. Des choses assez physiologiques qui sont assez visibles en fait. Et donc tout ça, on les aide à mettre des mots sur quelque chose qu'elles n'arrivent pas à reconnaître, etc. Alors, des étudiants aussi, j'ai eu maille à partir avec une étudiante d'un groupe d'analyse de la pratique l'an dernier. Une étudiante n'acceptait pas du tout, elles sont jeunes, hein, mais n'acceptait pas du tout le fait d'être nommée victime. Alors non, je suis pas victime, je suis vraiment... Et ça, l'appellation... Et ça, on a fait un gros travail autour de ça, de l'acceptation de ce mot, en disant victime, ça veut pas dire faible, ça veut dire qu'au contraire, tu oses... voilà. Alors tout ça, c'est important aussi d'en parler. Mais notre expérience auprès de jeunes étudiantes et jeunes étudiants est vraiment riche, parce qu'elle nous permet d'adapter aussi, et puis on n'a pas de réponse toute faite. Mais néanmoins, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, toutes les stratégies sont identiques. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur la question. Les harceleurs ou les harceleuses ont des stratégies totalement identiques. On peut reconnaître qu'ils soient totalement différents. Voilà. Et donc, vous avez bien nommé les étapes qui sont vraiment importantes à repérer. Voilà. Merci. Merci pour cette intervention avec vous. Remonter un peu sur l'estrade. Avant que l'amphi ne se vide, j'aimerais effectivement que vous puissiez intervenir quelques minutes pour poser évidemment des questions. J'invite évidemment l'ensemble des intervenants à revenir sur la petite scène. Bonjour, on a beaucoup parlé du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur le lieu des études à juste titre. Mais du coup, pour le cas des étudiantes notamment, comment réagir face au harcèlement de rue? Quelles solutions, quels recours est-ce qu'on a en fait? Dans le harcèlement de rue, vous avez plusieurs choses. Dans la rue elle-même, donc il y a le problème des autres autour de soi. Donc c'est vrai que les campagnes qui ont été faites essaient d'impliquer les témoins. Parce que seul, face à un harceleur, on ne peut rien faire. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui intervient, qui aide et qui vient en aide, là on va pouvoir être plus fort et donc plus forte. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'une campagne de société pour impliquer l'ensemble des citoyens et citoyennes. Parce que tout ne relève pas directement de la loi du pénal, il y a des choses qui relèvent de la citoyenneté, et donc où l'autre va s'interposer. Par exemple, moi j'étais assez marquée dans la dernière période, suite à la campagne qu'on a faite dans les transports, qui ne vont pas à la rue. Sur la rue, je n'ai pas d'exemple plus parlant que ça, mais par contre dans les transports, à plusieurs reprises, et pas seulement moi, mais d'autres personnes, ont vu une jeune femme où le gars se frotte. Donc, soit c'est le témoin qui dit arrêtez, et quand c'est moi qui dis à un monsieur et pas la fille, ça fait tout de suite un autre effet, en tant que témoin. Et puis j'ai vu une fille dire attendez, ça vous n'avez pas le droit, c'est du harcèlement, c'est de l'agression sexuelle. Et c'était assez curieux parce que jusque-là
la définition d'agression sexuelle, pas beaucoup de gens la connaissaient. Et avec cette campagne publique, on a réussi à ce que les gens sachent mieux de quoi on parle. Se frotter, c'est interdit, c'est une agression sexuelle. Et ça peut être d'ailleurs très douloureux pour la personne qui subit l'agression. Mais le fait qu'on puisse le dire, déjà, ça rend plus fort, de savoir de quoi on parle. Et j'écoutais ce que vous disiez sur mettre des mots. Alors je vais vous donner une phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qui dit « Qui délivre les mots, délivre la pensée ». Et je pense que de pouvoir nommer les choses, donner, savoir ce qu'on est en train de subir, ça change tout. Parce que ça me rend beaucoup plus forte, évidemment, face à mon agresseur. Seul, je pense que face à un agresseur, c'est complexe. Donc plutôt, moi je dis, il faut aider les personnes à trouver de l'aide. Mais seul face à un agresseur, on est plus en difficulté. Et on peut toujours dire non, mais on n'est pas seul à la réponse de l'autre. Par contre, si d'autres personnes s'impliquent dans le cercle, là, on va être plus forts tous ensemble. Alors, il y a des choses qui pourront aller vers le pénal, etc., mais tout n'ira pas vers le pénal. Et puis, il y a des choses... Ce que veut la personne victime, c'est que ça s'arrête. Hein, c'est ça son objectif. Et donc là, il y a tout un engagement, à mon avis, pour le harcèlement de rue, de société, qui n'est pas qu'un engagement des personnes, mais vraiment comment la société elle-même s'y met. On a fait un premier pas avec les transports. Je pense qu'on est loin d'avoir fini. Tout à l'heure, on parlait donc de ces crocodiles, de tout ce travail qui a été fait par Thomas, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bon, un jeune dessinateur tout à fait belge, mais tout à fait important, qui aide à penser... Pourquoi vous riez? Ça fait belge. Belge? Ah pardon, alors c'est pas... Excusez-moi. Enfin donc, un jeune dessinateur, super, et je pense que ça aide à penser. Mais je crois que vraiment, là, chacun est impliqué. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un victime, il faut que je m'y mette. Si je ne m'y mets pas, ça ne va pas fonctionner. Et souvent, les témoins se taisent en se disant pourvu qu'ils ne se retournent pas contre moi. Et alors que, par exemple, dans le cadre de harcèlement dans les transports, notamment d'agression sexuelle, je pense que si je le dis, la honte va être sur lui, moi témoin. Et là, l'autre fois, je vous dis, j'étais assez marquée par cette fille. Bon, mais ça veut dire qu'il faut qu'on y arrive. Mais c'est l'intérêt de rencontres comme celle-ci. Alors, sur le blog là, de ce monsieur tout à fait belge, là, Thomas, quelque chose, projet Crocodile, il y a des liens et il y a des groupes aussi d'autodéfense sur l'île, etc., des collectifs féministes aussi, des marches de nuit. Il y a énormément de choses qui se mettent en place par rapport justement à comment réagir, etc. etc. Les lieux où on est le plus en difficulté, c'est sûrement pas dans la rue le soir, dans un parking tout noir. Là où on est le plus en danger, c'est chez soi, chez ses copains, dans sa famille, puisque c'est là où on a le plus d'agressions, et les plus lourdement, puisque 86% des victimes de violences sexuelles connaissent leur agresseur.